Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture qui sera faite par notre président, mais de vous accueillir dans cette salle pour le colloque échange de pratiques sur les enlèvements parentaux que le 116 000 organise aujourd'hui, le 116 000 enfants disparus, qui est coordonné et géré par la Fondation Droits d'enfance. Aujourd'hui, on a choisi une thématique qui est un peu niche, sur laquelle il y a peu de discussions et peu d'échanges. Et donc aujourd'hui, on a voulu le mettre en avant. C'est cette question des enlèvements parentaux et la question de mieux protéger les enfants entre le droit, la pratique et la coopération, sachant que dans la salle, on a principalement des magistrats, des médiateurs, des avocats, beaucoup de professions juridiques dans la salle quand même. Mais c'était l'idée. Quand on travaille sur les questions de la fugue, on est plus sur un public de travailleurs sociaux, professionnels de la protection de l'enfance. Mais là, on avait envie un peu plus axé sur ces questions-là et surtout sur tout ce qui était médiation, mesures alternatives et protection des enfants dans ces contextes-là. Je vais laisser notre président ouvrir ce colloque, mais avant, je voulais juste vous dire que ça va s'articuler autour de 3 tables rondes qui seront aujourd'hui modérées par des salariés, des professionnels du 116 000 enfants disparus, et que pour la pause du déjeuner, c'est un déjeuner libre qui sera entre 13h et 14h15. Vous avez la cantine du ministère, ou en tout cas de l'établissement, enfin du ministère en tout cas ici, qui est disponible avec des menus à 11 € si vous le souhaitez. Vous pouvez aller à l'extérieur déjeuner sans problème. Pour les intervenants, on essaiera de se mettre tous ensemble pour échanger à ce moment-là et faire un petit peu un retour. Il y aura une captation de la journée seulement pour les intervenants. Il n'y a pas de captation des personnes dans la salle, je voulais vous le préciser. Donc voilà. Je vais laisser M. Debuisson intervenir, le président de la Fondation Droits d'enfance, que je remercie. Merci. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup pour votre présence à ce colloque consacré aux enlèvements parentaux internationaux. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement de cet événement, en tant que président de la Fondation Droits d'enfance, qui coordonne et gère le numéro d'urgence 116 000 en France. Je tiens également à remercier nos intervenantes pour leur présence et le temps qu'elles nous accordent. Leur expertise à la fois juridique, sociale et universitaire seront précieuses pour explorer un thème aussi complet que celui de la protection des enfants victimes d'enlèvements parentaux. Je remercie également Missing Children Europe, la Fédération des numéros 116 000, ainsi que la Direction générale de la cohésion sociale pour leur soutien à l'organisation de cet événement. L'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant, CID, spécifie que l'enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur. Malheureusement, ce droit est trop souvent remis en cause, en particulier lorsque l'enfant devient l'objet du conflit qui oppose ses parents. En effet, en 2024, 428 enlèvements parentaux ont été signalés en France et plus de la moitié d'entre eux concernaient le déplacement d'un enfant vers un pays étranger. En Europe, plus de 1000 situations similaires ont été recensées au cours de la même année. Déjà complexes lorsqu'elles adviennent au sein du territoire national, ces situations peuvent devenir inextricables lorsqu'elles concernent 2 pays. En effet, ces enlèvements contraignent souvent le parent victime à des procédures longues et coûteuses, pouvant durer plusieurs années. Des années durant lesquelles le lien entre l'enfant et son parent continue à se distendre lorsqu'il n'est pas simplement rompu. Un lien pourtant essentiel à son développement et à son bien-être. Alors certes, des outils juridiques existent, Convention de la Haye, Règlement européen Bruxelles II, terre ou convention bilatérale entre pays. Autant de textes qui devraient permettre l'exécution des décisions de justice et la préservation des droits de chacune des parties, mais en pratique, ce n'est pas si simple. De nombreuses pistes peuvent et doivent être explorées pour mieux protéger ces enfants. Le développement de la prémédiation et de la médiation pour prévenir les enlèvements parentaux ou trouver un accord entre parents. Le renforcement de la coopération entre autorités centrales pour faire respecter davantage les décisions de justice.
ou encore le développement d'espaces de rencontres pour garantir le maintien du lien parent-enfant. Autant d'idées que nous mettrons au débat aujourd'hui. C'est dans cet esprit que nous avons souhaité organiser cette journée autour de 3 temps, comme étant autant de défis qui nous sont posés. La prévention de ces enlèvements, l'exécution des décisions judiciaires et des conventions parentales, et le nécessaire accompagnement du lien parent-enfant durant la disparition et après le retour. Ce colloque sera l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques, les coopérations possibles à développer et les évolutions du droit pouvant être envisagées, avec pour seule boussole la protection des enfants et le respect de leur intérêt supérieur. Alors pour finir, je souhaite remercier l'équipe du 116 000 pour la qualité de son travail, ses compétences, sa bienveillance à l'égard des parents et enfants victimes de ces enlèvements. Leur travail s'inscrit complètement dans le but de la Fondation Droits d'enfance et le fait vivre comme les autres services de la Fondation, c'est-à-dire protéger les enfants et accompagner les familles. Merci à toute l'équipe. Je vous souhaite à tous des débats riches et constructifs. Merci de votre attention. C'est certain, les débats vont être riches, constructifs. On va se poser beaucoup de questions et voir comment on peut améliorer cette coopération. On va accueillir les intervenants de la première table ronde. Madame Barbara Régent, Marie-Laure Bouzet, Madame Stéphanie Hébrard et Tiana Popovic. Et la modératrice qui est Wiyem Guédira, qui est la coordinatrice du Service social international France et également juriste au sein du 116 000 enfants disparus. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Parfait, parfait. Aujourd'hui, pour notre table ronde, on va pouvoir parler un petit peu de la prévention des enlèvements parentaux. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir à nos côtés Stéphanie Hébrard, qui est magistrate et première vice-présidente à la Cour d'appel de Paris. Tribunal judiciaire de Paris, pardon. On a Barbara Régent avec nous à ma gauche et Marie-Laure Bouzet. Toutes les deux sont avocates, médiatrices et coordinatrices parentales à Paris. Elles ont cofondé l'association Les Avocats de la Paix et la structure de comédiation Les Clés de la Paix. Et à ma droite, Tiana Popovic, qui est conseillère politique spécialisée sur les questions de disparition et d'exploitation sexuelle des mineurs à Child Focus en Belgique. Donc aujourd'hui, pour cette table ronde, on va pouvoir avoir un temps d'échange avec toutes les participantes de 1 heure à peu près, et ensuite on laissera 30 minutes aux questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter ou à les garder en tête, et elles pourront y répondre pour les dernières 30 minutes à partir de 10h30 environ. La première partie qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, c'était les rôles de chaque professionnel qui compose cette table ronde, notamment à savoir comment est-ce que chacune d'entre vous intervient auprès des familles. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole en premier, n'hésitez pas. Oui, merci. Donc je suis juge aux affaires familiales, je coordonne le pôle famille au TJ de Paris et je suis également le juge spécialisé dans les enlèvements internationaux d'enfants. Vous savez, la procédure spécifique de retour, puisque le Code de l'organisation judiciaire prévoit, et c'est heureux, une spécialisation. Il y a un juge compétent par cour d'appel pour permettre une jurisprudence harmonieuse et aussi une réactivité. D'ailleurs, à titre d'évolution possible, déjà je fais une petite suggestion. Je pense que compte tenu du volume des saisines par an, on pourrait très bien d'ailleurs penser une juridiction nationale. Parce que je l'ai pratiqué à Montpellier, j'avais 4-5 dossiers maximum par an.
à Paris, j'en ai maximum une quinzaine. Donc ça donne quand même un petit aperçu, et on pourrait très bien penser une juridiction spécialisée, avec un parquet spécialisé, des autorités centrales donc proches, et ce qui permet très très certainement une réponse beaucoup plus rapide et sécurisée pour les enlèvements internationaux d'enfants. Bon, voilà. Ensuite, concernant les questions de la prévention, ben nous, au niveau, dès lors qu'on est juge, on est, concernant les enlèvements internationaux d'enfants, on peut intervenir de deux manières. D'une part, avant l'enlèvement, et on peut percevoir un risque d'enlèvement dans le cadre d'un conflit parental. Je suis juge français, j'ai un couple bien sûr binational, parce que je rappelle quand même qu'il ne suffit pas qu'un parent nous dise attention, on est en conflit, madame va pouvoir prendre l'enfant et partir à l'étranger. Il faut qu'il y ait un risque réel d'enlèvement et de maintien de l'enfant à l'étranger. Si les deux époux sont français, il n'y a aucun risque d'enlèvement international. Il n'y a aucune autorité étrangère qui, en tout cas sur le plan judiciaire, va sécuriser le maintien d'un enfant sur son territoire. Alors oui, il peut y avoir une cavale, mais on ne peut pas décemment ordonner une interdiction de sortie du territoire national dès lors qu'on nous dit qu'il y a un risque d'enlèvement. C'est pas possible. Par contre, lorsque le couple est binational, oui, là c'est un critère. Et donc, dans le cadre d'un conflit important, avec un couple binational, on va être saisi de demandes d'interdiction de sortie du territoire national. Alors, je fais une petite parenthèse. Il y a lorsqu'un parent craint une sortie du territoire national avec l'enfant pour fuite, première des choses qu'il peut faire et qu'il devrait faire, c'est de présenter une demande d'opposition à la sortie du territoire national qui est faite en préfecture et qui vaut pour, dans mon souvenir, pour une quinzaine de jours. Délai qui va lui permettre de saisir le juge judiciaire pour demander une interdiction de sortie du territoire national qui vaudra tant que la main levée de cette mesure n'a pas été ordonnée. Sachant que l'outil, c'est que, bien entendu, la demande peut être faite dans le cadre d'une procédure à venir qui peut être longue, mais qui peut être raccourcie par les demandes d'assignation à bref délai, ou même encore, et ça aussi c'est un outil auquel les avocats devraient penser, c'est qu'une interdiction de sortie du territoire national peut aussi faire l'objet d'une ordonnance sur requête. C'est-à-dire une requête d'une ordonnance faite dans l'urgence, qui est par nature provisoire, qui se fait sans contradictoire, c'est-à-dire sans avoir à appeler la personne, le défendeur, en justifiant bien sûr d'une situation de danger suffisant, et qui va permettre d'obtenir une interdiction de sortie du territoire national avant l'audience. Donc ça, voilà, ce sont des outils juridiques qui peuvent être utilisés quand on est dans un danger, dans un risque. Après, la deuxième intervention, c'est quand l'enlèvement est réalisé. Donc vous le savez, il y a toute une procédure, la Convention de La Haye de 1980, mais l'Europe s'en est saisie, puisque les règlements Bruxelles 2 bis, puis 2 bis refonte, qu'on appelle aussi 2 bis terre, ont amélioré le système et l'ont même renforcé, avec une coopération renforcée, un système de navettes, des certificats, une circulation rapide de la décision. Bon, voilà. Donc ça, ce sont des outils en tant que professionnel qu'on doit connaître parfaitement et utiliser. Alors, dans ce cadre-là, bien sûr, moi, en tant que juge parisien, si je suis saisie d'une demande de retour d'un enfant qui est sur mon ressort, je ne suis plus dans la prévention. Et en plus, je suis tenue par une procédure très exigeante. Je dois statuer dans les 6 semaines de ma saisine. Et c'est vrai qu'on perçoit très bien la nécessité d'amener les deux parents
à discuter. Parce que bien souvent, l'enlèvement, c'est rarement un enlèvement de nature, je dirais, criminelle. C'est-à-dire que le plus souvent, ça existe, hein, j'en ai eu, et là, il faut une réponse très rapide, et ça ne donne pas lieu à médiation. Hein. Mais par contre, bien souvent, le déplacement d'enfants, c'est le fait d'un parent qui, après une séparation, d'ailleurs pour laquelle parfois qu'il subit, se retrouve très isolé dans le pays dans lequel il s'est installé pour vivre en couple. Et dès lors qu'il n'y a plus couple, la personne n'a plus aucun repère ou n'en a pas suffisamment. Et très naturellement, veut retourner dans son pays d'origine pour y trouver le soutien financier qu'il n'a plus, le soutien parental dont il a besoin. Et son idée, c'est pas d'enlever l'enfant à l'autre, c'est de saisir le juge qui lui semble le plus proche, le plus sécurisant pour lui, pour obtenir une décision. C'est 90% des cas. Et c'est là où je pense qu'on a des progrès un peu à faire, parce que le dispositif pour ces situations-là, il est un peu violent, et un peu violent pour tout le monde. D'ailleurs, on en parlera parce que le bureau permanent de la Convention de la Haye est en train de réfléchir à la question. Mais donc, c'est là où il faut vraiment sécuriser et donc amener du dialogue. Bon, moi, dans mon délai de 6 semaines, c'est un peu compliqué. Bon, on essaye. L'idéal, c'est que les autorités centrales puissent, très en amont, mettre à disposition un médiateur. Voilà. Et nous, dans ce cadre-là, je fais de l'information et de la médiation à l'audience, j'en parlerai. Bon. Pour amener les parents à trouver le meilleur accord. Et ça marche en général, bon, quand on est dans cette situation-là. Par contre, il y a une chose qui me semble extrêmement importante, que je perçois, c'est que les crispations et les blocages sont justement liés à un défaut d'information sur ce que signifie la procédure de retour de l'enfant. C'est-à-dire que tout le monde, et même pour la plupart des professionnels, font une mauvaise lecture du dispositif. C'est-à-dire que dans l'esprit du parent qu'on a trait en justice, et dans l'esprit parfois des avocats ou des personnes qui les accompagnent, cette procédure de retour, ça veut dire qu'on prend l'enfant, on leur retire l'enfant, on le remet à l'autre parent, et il va disparaître dans l'autre pays. Or, lorsqu'on explique à l'audience, et du coup ça détend tout le monde, c'est pour ça que je me dis il y a certainement un défaut d'information, et c'est pour ça qu'à titre de prévention, il faudrait peut-être être beaucoup plus explicite sur ce que signifie cette procédure de retour. Elle signifie simplement que ça ne veut pas dire on retire l'enfant aux parents, c'est-à-dire qu'on met le parent qui a déplacé l'enfant en situation de pouvoir revenir avec l'enfant s'il le veut. On ne sait pas remise de l'enfant à l'autre parent, du tout. Mais on lui demande de revenir dans le pays d'origine pour saisir le juge naturel. En fait, c'est une procédure, comme une procédure de référé, de remise en état. Le juge qui est saisi pour le retour n'a pas à statuer sur la garde de l'enfant. Il n'a pas cette compétence-là. S'il ordonne le retour, cela ne signifie pas qu'il remet l'enfant à l'autre parent, du tout. Il n'a aucune compétence pour statuer sur la résidence principale de l'enfant, les droits d'hébergement, tout ça. Non. Mais par contre, son rôle principal, c'est de faire respecter la compétence naturelle du juge de la résidence habituelle de l'enfant. C'est-à-dire de faire en sorte que le process normal soit respecté. Vous voulez vous séparer, eh bien vous saisissez le juge de la résidence principale de la famille, et vous pouvez d'ailleurs obtenir une décision qui permet le déménagement. Donc en fait c'est ça. Et lorsque on l'explique à l'audience, eh bien souvent on voit les choses un petit peu se détendre. Et là aussi où on pourrait avancer en termes d'amélioration du système, c'est qu'il faudrait prévoir beaucoup plus pour permettre le retour sécurisé de l'enfant, c'est-à-dire pour permettre à la fois un accord du parent pour revenir et sécuriser les conditions du retour de l'enfant, parce qu'une fois qu'on a ordonné le retour, renvoyer l'enfant comme ça dans un pays étranger comme ça, c'est compliqué, hein. Pour l'enfant, c'est un stress très important.
Donc en fait, il faudrait, pour améliorer les choses, j'en ai bientôt terminé, il faudrait prévoir des mesures d'accompagnement des familles. Par exemple, j'en ai parlé avec les autorités centrales. Pourquoi pas dans le cas des collaborations entre autorités centrales, dès lors qu'il y a une audience, une décision de retour qui est prise, qu'entre autorités centrales, ils puissent d'ores et déjà prévoir une procédure, une audience dans le pays d'origine pour que l'affaire, justement, puisse être examinée, voire concernant la garde de l'enfant, que l'époux ou le parent qui s'est déplacé puisse éventuellement demander et puisse le faire dans le cadre d'une procédure déjà engagée, une autorisation de partir et de déménager avec l'enfant. Et pourquoi pas une désignation d'un avocat d'office, parce que bien souvent, c'est souvent la mère, mais ça peut être le père, en général c'est la mère dans ces cas-là, elle est en stress terrible de savoir comment elle va faire pour saisir le juge du pays d'origine. Donc voilà ce qui me semblait, de mon point de vue, les éléments qu'on pourrait améliorer pour justement soit prévenir, soit favoriser un retour de l'enfant accompagné et facilité. Juste une parenthèse, le bureau permanent de la Convention de La Haye réfléchit sur la question de justement des blocages liés au fait que dans le pays d'origine, le parent peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt international, voire d'order pour être... Donc là, blocage, forcément. Donc là, ils sont en train de réfléchir pour amener justement les autorités, dans ce cas-là, des garanties de non-poursuite. Voilà, parce que dans ce cas-là, on est dans le conflit plus. Et finalement, on ne fait qu'aggraver les choses, parce qu'une fois que l'enfant sera retourné... Puis alors, en termes de garantie de l'intérêt de l'enfant, on n'est pas du tout. Hein, voilà. Donc on est vraiment... Alors même que le dispositif... Je vais en avoir fini. Je suis désolée. Alors même que le dispositif dit bien c'est l'intérêt de l'enfant, mais en fait, finalement, on en arrive à un dispositif très sanctionnateur. Hein, et l'intérêt de l'enfant, là pour le coup, il est très secondaire. Donc, tous entre professionnels, je crois qu'il y a une attention à porter. Et puis, le dispositif devrait évoluer pour permettre un retour sécurisé. Et là encore, je vais en avoir fini... Quand je dis que je travaille avec les parents à l'audience, je travaille beaucoup les conditions du retour, c'est-à-dire sur des accords, qui va prendre le billet, est-ce que madame, est-ce que monsieur peut mettre à disposition un logement. Et justement, c'est là où les autorités centrales devraient aussi intervenir beaucoup sur ce versant-là. On saisit un juge pour une audience, on désigne un avocat pour madame, et là, à mon avis, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de retour, sauf le cas du véritable enlèvement. Et j'ai des cas, on pourra peut-être en parler si ça vous intéresse, très marquants, où là, vraiment, l'enfant, il est victime d'une violence parentale très importante. Et là, c'est retour et il n'y a pas de discussion. Voilà. Merci beaucoup, Madame Évrard, d'avoir partagé avec nous votre expérience. Et sur les bonnes pratiques, on y reviendra aussi en fin de table ronde pour parler un petit peu plus des recommandations, notamment au niveau judiciaire et au niveau de la coopération internationale, ce qui peut être mis en place pour un retour apaisé et surtout avoir des conditions de retour qui soient très claires dès le début, parce que c'est vrai que les parents sont souvent perdus sur comment est-ce que le retour va être organisé, qui pourra organiser ce retour et comment ça va se faire quand le lien est complètement rompu. Donc je vous remercie. Je vais laisser la parole à nos deux avocates aujourd'hui pour pouvoir un peu parler sur leur rôle et comment est-ce qu'elles interviennent et comment repérer aussi les risques de rupture de lien parent-enfant. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, moi je suis avocate au barreau de Paris depuis 18 ans et avant de devenir avocate, j'ai eu un autre métier, j'étais avouée, donc j'étais vraiment spécialiste en procédure. Et en arrivant dans le milieu de l'avocature, et je rejoins Madame la Présidente sur un certain nombre de points qu'elle a évoqués sur la prévention et sur le rôle des avocats, j'ai été vraiment sidérée par la manière dont les avocats intervenaient en droit de la famille et notamment dans la prise en charge du conflit parental et du traitement de l'intérêt de l'enfant. Je me suis rendu compte que certains, que je ne nommerai pas, avaient quand même pour habitude, je dirais d'attiser, mais on a beaucoup de ces conversations avec Madame Évrard, d'attiser un peu le feu et peut-être de ne pas répondre ou d'aller chercher suffisamment le risque, les besoins et vraiment d'avoir une prise en charge à 360 degrés.
Donc je me suis très très vite formée à cette prise en charge. Donc les avocats peuvent le faire et c'est vraiment quelque chose que je promeus et qu'on promeut avec Marie-Laure, avec les avocats de la paix. C'est vraiment d'aller chercher en profondeur comment est-ce que l'on peut prévenir les conflits et donc le risque, bien sûr, d'enlèvement quand il y a notamment les binationaux dont vous parliez, Madame la Présidente, et d'avoir la réponse la plus adaptée aux besoins de la famille et à la prévention des conflits. Donc c'est vrai que précédemment, il y avait énormément de saisines judiciaires, mais notre rôle, c'est d'intervenir en amont pour essayer de construire des accords et donc de stabiliser la famille, de réduire absolument le risque et de poursuivre un objectif qui sera de maintenir du lien de coparentalité quand il est possible, donc évidemment hors des cas de dossiers particuliers de violence, et donc d'aller vraiment travailler très 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 en amont avec les clients. Donc nous, on a l'habitude d'avoir formalisé beaucoup les rendez-vous. Les rendez-vous sont assez longs, ils sont d'au moins 2 heures. Et dans ces rendez-vous, on va travailler, on va poser énormément de questions sur la parentalité, sur l'exercice, sur l'histoire de la famille, sur la relation existant avec l'enfant. Et moi, je fais par exemple une fiche que je remets, et je vous donne des questions vraiment pratiques pour les avocats qui sont dans la salle, une fiche que je remets à l'issue du dossier à mes clients pour que, au-delà de toutes les questions qu'on a travaillées oralement, ils aient une réflexion a posteriori à leur domicile sur la relation qu'ils ont avec l'enfant et avec l'autre parent. Donc je vous donne des types de questions. Finalement, on leur demande comment ils perçoivent leur enfant, par exemple, son caractère, est-il extraverti, introverti, le dialogue et les échanges qu'ils ont avec l'enfant, est-ce qu'ils ont constaté des changements dans le cadre de cette séparation, sur la scolarité, par exemple, sur la fréquentation, sur les humeurs, quelles sont les craintes, les reproches éventuellement que même l'enfant fait à l'égard de l'un et l'autre parent, un besoin de présence plus de l'un ou de l'autre, une fatigue inhabituelle, enfin un certain nombre d'éléments. Et ensuite, on a la perception du quotidien de ce parent et les facteurs de stabilité dans le pays, évidemment les difficultés qui sont rencontrées dans la relation parentale. Et donc, on va vraiment aller dans le détail, puisqu'on sait que le diable s'y cache, de manière à sécuriser et stabiliser au maximum la famille. Je passe la parole à Marie-Laure qui va compléter. Bonjour à tous. Donc Marie-Laure Bouze, moi je suis avocat au barreau de Paris depuis 18 ans aussi. Comme Barbara, j'ai été biberonnée au contentieux lorsque j'ai commencé à pratiquer l'avocature. Et lorsque j'ai créé mon cabinet, que je me suis installée, je me suis rendu compte effectivement que c'était une façon de travailler et de fonctionner qui n'était pas du tout adaptée aux besoins des familles, aux problématiques qu'elles rencontraient. Et donc très vite, je me suis formée à peu près, je pense, à tous les modes amiables qui existent. Ça m'a ouvert les yeux, ça a enrichi ma pratique, ça a fait évoluer ma posture. J'ai commencé à écouter mes clients différemment, à accueillir leur histoire différemment, grâce à l'écoute active, au droit collaboratif, grâce à la communication non violente. On est devenue médiatrice aussi avec Barbara dès 2019. On a créé une structure pour accompagner aussi les familles en parallèle pour être des partenaires privilégiés des avocats en droit de la famille qui étaient dans des situations de contentieux et donc pour les aider à faire ce pas de côté pour essayer de travailler autrement sur les conflits et les difficultés que les familles pouvaient rencontrer. Et à côté donc des questions qui peuvent être posées pour arriver à mieux comprendre quelle est la dynamique et la systémie de la famille. À côté de ces questions-là, je pense qu'il y a aussi tout un travail très intéressant qu'on mène sur ce qu'il y a à l'intérieur des gens, vraiment. C'est-à-dire quelles sont leurs émotions chez eux quand ils arrivent dans notre cabinet, comment est-ce qu'on les accueille, comment est-ce qu'on les gère, comment est-ce qu'on les traite, comment on les aide à
à les accompagner sur ce chemin de la colère, sur ce chemin de l'angoisse, du stress, de la rancœur? Est-ce que justement on surfe dessus et on se dit oui, vous avez raison, allons-y, c'est inadmissible que l'autre partie se soit comportée ainsi? Au contraire, est-ce qu'on va essayer de tirer le fil de cette émotion et de se dire d'accord, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Racontez-moi comment a fonctionné votre famille, comment vous vous êtes rencontrés, comment est-ce que vous vous êtes aimés, à quel moment vous avez souhaité faire famille, à quel moment ça a dysfonctionné, est-ce que c'est un événement particulier, est-ce que c'est insidieux, comment est-ce que ça s'est passé? Et après, grâce à ça, les aider, mes bras parlaient en audience lorsque tout le monde redescend d'un cran, et ben, là aussi physiquement, dans nos cabinets, les clients redescendent d'un cran, vraiment. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a ce qu'ils ressentent eux, et après il y a l'impact que ça va avoir sur leur enfant, le fait que peut-être l'autre partie, qui est l'objet du malheur, est peut-être aussi une personne qui est en colère et qui est en souffrance. Et je pense que c'est aussi notre rôle d'avocat, et grâce à toutes ces formations aussi que nous avons pu faire, de pouvoir sentir ça, l'appréhender et mettre les personnes face à cette réalité. Et donc ça aussi, je pense que c'est un acte important dans notre profession de prévention du conflit, travailler sur la conjugalité, qui, on le sait, dans la majorité des cas, se crispe, se durcit et glisse justement sur les problématiques qui peuvent aller jusqu'au déplacement illicite d'enfants, parce que justement, pour arriver à atteindre l'autre et à le toucher, ça va être l'argent ou ça va être les enfants. Donc on cristallise sur ce qui nous maintient en lien avec l'autre. Et comme l'enfant généralement fait consensus, on sait que c'est sur eux, malheureusement, que souvent la problématique se pose pour pouvoir faire mal à l'autre. Et je pense que nous, en tant qu'avocats, c'est notre responsabilité aussi d'éviter que ça en arrive là, et donc de mettre en place un maximum d'outils pour prévenir justement ce glissement, et donc arriver à vraiment travailler sur cette conjugalité avec des outils tels que la médiation lorsque c'est possible, avec la coordination parentale aussi, qui est un outil extrêmement puissant qui se développe en France depuis 2021, et dont Madame Ebrard s'est saisie, et qui permet justement de travailler sur les relations parentales dans lesquelles il y a un conflit extrêmement élevé, et qui est un processus qui permet de protéger l'enfant. Donc l'enfant est remis au centre, et donc on travaille beaucoup sur la parentalité et non plus sur la conjugalité. Donc ça aide aussi les parents à vraiment à se recentrer sur leur rôle, avec donc des parentalités qui peuvent être soit une coparentalité lorsque c'est possible, qui sera restaurée, soit à minima une parentalité parallèle, mais en tout cas voilà, essayer de recréer vraiment un lien autour de l'enfant pour le préserver, pour que chacun retrouve sa place, et éviter justement qu'il y ait aussi des ruptures de lien, voire des déplacements qui puissent s'opérer. Parfait, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir insisté sur l'importance d'apaiser le conflit et de donner un espace aux parents pour pouvoir apaiser ce conflit avant d'entamer toutes ces procédures. Je vous remercie. C'était important d'en parler. Je laisse maintenant la parole à notre... à Tiana Popovic, qui travaille auprès de Child Focus, donc en Belgique, pour avoir aussi un petit peu une autre vision que du contexte français. Donc voilà, n'hésitez pas à nous expliquer comment est-ce que vous intervenez auprès des familles et comment est-ce que vous prévenez les risques de rupture de lien parent-enfant. Parfait. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Donc Child Focus, c'est en fait l'organisation sœur de CFPE. Donc on travaille, mais juste en Belgique, mais on fait les mêmes choses. Donc Child Focus est le centre des enfants disparus et exploités sexuellement en Belgique. Donc on a un lien de soutien 24 heures sur 7. Et par exemple, les enlèvements internationaux, pour nous, ils font partie du catégorie des disparitions. Donc il y a une réflexion que nous avons amenée il y a 2 ans. En fait, on ne parle plus des enlèvements internationaux d'enfants, mais on parle des disparitions dans un contexte familial. Et pourquoi, en fait, on a décidé de les nommer comme tels? Parce qu'un enlèvement au niveau émotionnel ni au niveau juridique est toujours considéré comme un enlèvement d'un enfant.
Donc on a aussi utilisé ce terme très consciemment pour atteindre les parents qui amènent leurs enfants. Donc ils n'ont pas de peur aussi de nous contacter et qu'on puisse aussi les accompagner. Comment on fonctionne au niveau de la prévention? Je pense que c'est important de faire une distinction entre la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Si on est dans la prévention primaire, ça veut dire on veut arrêter ou on veut prévenir les enlèvements. Ça, c'est un terrain qui est assez complexe et qui nous demande de comprendre quelles sont les causes d'un enlèvement. Sur ce terrain-là, malheureusement, on intervient encore trop peu, mais j'aimerais quand même partager cette réflexion pour rebondir à ce que vous avez dit. Donc, il y a besoin de plus de recherches de comprendre les causes, mais je pense, avec toutes nos expériences, qu'on peut dire qu'il y a 3 dynamiques qui se produisent. Le premier dynamique, c'est les familles transnationales. On est dans un monde global et voilà, il y a des familles qui se constituent biculturelles. Je pense, dans ce sens-là, ce que vous avez dit, ce qui serait important en matière de prévention, c'est de faire valider des relocations ou des demandes aussi de relocalisation beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui. Donc, les relocations et faire la reconnaissance des décisions judiciaires à l'étranger, aussi en termes comme une mesure de prévention. Après, on a les dynamiques l'asile et les réunifications familiales dans lesquelles l'élément culturel joue aussi un rôle important. Et le troisième, c'est plutôt la violence familiale, dans laquelle, vous savez aussi, il y a toute une réflexion au niveau du Forum Brasil. Donc voilà, ça, on va revenir après, mais je pense que c'est important quand même de déjà un peu parler de cette prévention primaire. Après, pour Child Focus, comme on est un soutien auprès des parents et familles et enfants, on intervient plutôt sur le deuxième, donc la prévention secondaire. Ça veut dire que les parents peuvent nous contacter quand ils ont une crainte pour un enlèvement. Quand ils ont une crainte pour un enlèvement, nos collègues vont estimer quel est le risque. Est-ce que le risque est fort élevé? Est-ce qu'on est dans le haut risque? On est dans le risque médium ou dans un risque moins élevé? Et donc là, en fait, nos conseillers, ils vont essayer d'objectiver la crainte, avoir un aperçu sur le contexte relationnel, juridique, communication et tout autre.